quand le public est dans un état de choc, il est plus facile à manipuler. Connaissez-vous la stratégie du choc? Un exemple historique vous aidera à mieux comprendre. En 1933, Hitler organise l'incendie du Parlement allemand et il prétend que c'est un communiste qui l'a fait. Ensuite, il utilise cet événement choquant pour dissoudre le Parlement et prendre tous les pouvoirs. On connaît la suite. La stratégie du choc donc consiste à créer un événement choquant pour bien marquer les esprits et utiliser ces faits pour passer des lois qui ne passeraient pas en temps normal. Si on en croit donc notre théorie, c'est l'occasion rêvée pour marquer les esprits de la planète entière, mais bien entendu, il s'agit ici d'un simple exemple. Dans tous les cas, le passé nous montre clairement que la stratégie du choc fonctionne, mais nous sommes dans l'incapacité de prouver quoi que ce soit et nous attendons que la police fasse les investigations nécessaires pour prouver l'évidence. Faisons pareil avec les attentats du 11 septembre. Examinons les faits. Peu après les attaques, le Patriot Act se mettait en place, enlevant une majeure partie des libertés au peuple états-unien. Après l'intervention militaire en Afghanistan, le pays a augmenté considérablement sa production d'opium et les pipelines qui descendent le pétrole de Turkménistan jusqu'à la mer ont été mis sous contrôle de l'OTAN. Après l'intervention militaire en Irak, les forces de coalition ont pu mettre la main sur les très importantes réserves de pétrole de ce pays. Dans les deux cas, ces guerres ont généré une importante quantité de contrats de construction et de reconstruction récupérés par des boîtes occidentales comme entre autres Halliburton, et devinez quoi? La famille Bush est étroitement liée avec cette entreprise. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé avec les événements de 11 septembre 2001 aux États-Unis, sauf que là, cette histoire a créé plus de 300 000 victimes. Et oui, on garde en tête seulement les victimes qui sont mortes le 11 septembre, mais il ne faut pas oublier que ces événements ont justifié deux guerres qui ont tué des centaines de milliers de civils innocents et de soldats, et le nombre n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. En effet, le terme terroriste est un mot piège. Nous sommes tous suspects jusqu'à la preuve du contraire. Un terroriste peut être tout le monde et personne à la fois, mais bon, cette vidéo n'a pas pour but de dénoncer des faits du passé car nous savons tous que quelque chose ne tourne pas rond avec les États et leurs représentants. Le but de cette vidéo est de vous prévenir et vous demander de garder votre sang-froid et un certain recul si jamais de tels événements se reproduisent. La situation économique mondiale actuelle nous pousse à croire que nous serons peut-être bientôt témoins d'un nouveau 11 septembre. De plus, l'économie des États-Unis qui est sous perfusion depuis 2008 va être entraînée dans cette crise et comme en 2008, les autres pays suivront. Il y a également la situation critique en Syrie et en Iran. Permettez-nous d'avoir de sérieux doutes sur la version officielle des faits et de ne pas prendre au sérieux des pseudo-philosophes et de balles qui ont prouvé de nombreuses fois que leur niveau intellectuel se situe quelque part entre celui d'un requin et celui d'une hyène. Si l'OTAN décide d'intervenir, il y aura une crise diplomatique avec la Chine et la Russie qui sont fermement opposées à une intervention militaire. On peut d'ailleurs se poser la question, les Chinois et les Russes sont-ils du côté des méchants ou y a-t-il des intérêts géopolitiques secrets sur lesquels ils ne sont pas tombés d'accord? Les médias, comme toujours, jouent leur rôle de créateurs d'opinion en montrant et en disant tout et n'importe quoi. Raison de plus pour éteindre vos télés. Ils ont donc le choix entre tricher ou abandonner, mais peu prennent le risque de dire que le jeu est truqué. Ceux qui l'ont fait ont perdu leur carrière définitivement et parfois même leur vie. Vous ne pensiez pas que c'est grave à ce point? Sachez qu'en ce moment, les mauvaises nouvelles ont pris le monopole. Quand l'info vient d'un spécialiste, ça passe toujours mieux. La crédibilité est un point très important. Plantez la graine du doute et laissez-la pousser d'elle-même. L'ego est notre ennemi. Expliquer à une personne des choses qu'il estime acquises, c'est bouleverser les fondations sur lesquelles il a construit sa vie. Il n'acceptera pas, il faut le comprendre et se mettre à sa place. En revanche, si vous plantez la graine du doute et vous le laissez découvrir par lui-même, il finira par joindre le mouvement et devenir un planteur de graines. Le cercle vertueux est déjà en action. Pour comprendre la révolution, il faut comprendre qu'on nous a menti pendant très longtemps. Unissons-nous pour attaquer le problème à la racine. Nous le devons à nos enfants, à nos familles, à nos amis, à nous-mêmes et à la planète. Et n'oubliez pas de toujours vérifier les sources. Si vous avez un doute, suivez toujours la piste de l'argent pour savoir qui est de quel côté. Le changement c'est maintenant et ce ne sont pas des politiciens corrompus qui vont l'apporter. Arrêtons d'attendre que les autres agissent car au final, nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Nous avons décidé de nous lancer dans la politique. En effet, après avoir passé plus de 2 ans à étudier en profondeur les coulisses de ce monde assez particulier, nous pensons avoir compris suffisamment de choses pour tenter notre chance. Malheureusement, il nous manque un ingrédient essentiel, l'hypocrisie. Et pour contourner le problème, nous avons décidé de lancer un nouveau concept, le parti politique honnête. Pour être cohérent dans notre démarche, nous allons l'appeler « Violation organisée des lois démocratiques ». Le voici. Défendre les intérêts des riches.
augmenter leur influence au monde politique, neutraliser les droits de la majorité, supprimer les aides sociales, torturer psychologiquement l'opposition politique ou autre, obstruer l'accès à l'éducation des plus pauvres, nuire à la santé de tous pour le bénéfice de l'industrie pharmaceutique, collaborer au mieux avec ceux qui payent le plus, utiliser un max les médias pour occuper les gens pour qu'ils nous laissent faire ce qu'on veut, légaliser l'esclavage histoire d'officialiser tout ça. Plus sérieusement, quand est-ce que nous allons arrêter de croire les médias bêtement? Quand arrêterons-nous d'accorder notre confiance à des hommes politiques qui mentent constamment alors que nous ne faisons pas confiance à notre propre voisin? Comment se fait-il alors qu'une large majorité de la population ignore complètement des sujets comme la création monétaire, le financement des États ou encore la dette publique? Pourtant, l'augmentation démesurée de ces dernières justifie des plans d'austérité qui pourraient vous coûter votre travail. Peut-être que notre ignorance à ces sujets permet à nos politiciens traîtres de faire ce qu'ils veulent de nous. Ils nous parlent en utilisant des termes qui paraissent intelligents et trop techniques pour nous et nous abandonnons très vite. Je crois que j'étais assez clair. Si primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen long court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés, et si surtout, deux yeux entre nous, les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA, la CE, le 10,0891 après JC, je dis foncez, il n'y a aucun risque. La racine des problèmes de notre société, ou du moins des problèmes majeurs, c'est l'envie de l'homme d'avoir le plus d'argent possible. Soyons honnêtes, même nous, l'argent paie notre nourriture, nos divertissements, l'hôpital si besoin, le loyer ou l'achat d'une maison, nous garantit une sécurité à nous et à nos enfants, et nous travaillons donc en sacrifiant une grande partie de notre vie pour en gagner suffisamment. Ce matin, je suis allé à ma banque qu'on va nommer Banque A pour faire un crédit. J'avais un rendez-vous avec mon conseiller bancaire qui, au passage, ne connaît rien au système bancaire, ni au crédit, ni à la création monétaire, car tout ce qu'il a comme bagage, c'est une formation de VRP ou de commercial. Après tout, il est là pour vendre les produits de l'entreprise pour laquelle il travaille. Demandez-lui des détails si vous allez faire un crédit, vous verrez. Je lui demande un crédit à la consommation de 10 000 € pour m'acheter une voiture. Il me demande un tas de papiers pour vérifier ma capacité de remboursement des mensualités, etc., etc., etc. On connaît la suite. Ce que peu de gens connaissent, c'est ce qui se produit dans les coulisses d'une banque. Les comptables de la banque rangent mon contrat dans le bilan du côté des actifs, qui veut dire du côté de l'argent entrant. En effet, en signant le contrat de reconnaissance de dette pour ce crédit, je viens de donner une valeur de 10 000 € à une feuille de papier, et ça, c'est la loi qui le dit. De l'autre côté, la banque ajoute les 10 000 € sur mon compte et les comptables notent cette somme dans les passifs de la banque, c'est-à-dire du côté de l'argent sortant. C'est juste un chiffre informatique et aucun transfert d'argent liquide n'est effectué. Et oui, la banque vient de simplement ajouter un chiffre sur un ordinateur grâce à ma reconnaissance de dette de cette même somme. On se pose la question qui prête réellement à qui. Les 10 000 € dans les actifs et les 10 000 € dans les passifs s'annulent, donc la banque n'a nullement besoin d'avoir cet argent pour me le prêter. Elle le crée simplement grâce à cette simple manipulation comptable des actifs et des passifs. C'est légal à 100%. La seule chose que demande l'État aux banques à travers la loi, c'est d'avoir un 10% de l'argent qu'elle crée en liquide, c'est-à-dire venant de la banque centrale. C'est le système des réserves fractionnaires que bien sûr les banques ne respectent pas vraiment. Aujourd'hui, seulement 5% de l'argent en circulation existe en forme liquide. Le reste, c'est la monnaie scripturale, c'est-à-dire des chiffres sur des ordinateurs. Poursuivons. J'achète ma voiture et je paye par chèque. Le vendeur le dépose le jour même. Les 10 000 € sont retirés de mon compte et ils sont rajoutés au compte du vendeur, client de la banque B. Pourtant, ma banque n'a rien transmis au compte de l'autre banque et ce n'est qu'une simple manipulation informatique. Pourquoi ? Le même jour, un autre client de la banque B a fait un crédit d'une somme de 9 000 € et a acheté un produit à un des clients de la banque A. Actuellement, les banques A et B se doivent l'une à l'autre et pour ne pas se compliquer la vie, ils annulent simplement ces dettes de leur compte et ils se remboursent seulement les différences. C'est comme ça que les banques travaillent entre elles. À la fin d'une période précise, ils regardent qui doit combien à qui et pour simplifier les choses, ils se remboursent seulement les différences. C'est plus simple, non ? C'est pour cette raison que si une banque tombe, les autres la suivent et c'est la catastrophe. C'est ce qu'on appelle l'inflation. L'argent créé par les banques s'évapore au fur et à mesure que les crédits sont remboursés. C'est pour cela qu'une banque doit constamment faire des crédits, sans quoi il n'y aurait plus d'argent en circulation, et c'est aussi pour cette raison que la dette publique ne peut et ne doit pas être remboursée. Sans dette, l'argent n'existe pas. C'est l'essence même de notre problème environnemental car cette société de consommation trouve ses origines dans le principe de l'argent de dette. Bien sûr, l'État fait souvent appel aux banques pour se financer aussi, car en France, l'État ne peut plus se financer à travers sa banque centrale à cause de la fameuse loi Pompidou-Rothschild ou loi de 73 que nous pouvons trouver aujourd'hui dans la Constitution européenne, dans l'article 104 du traité de Maastricht ou encore l'article 123 du traité de Lisbonne.
Il est intéressant de constater que toutes ces lois ont été rédigées par M. Giscard d'Estaing. Concrètement, ce sont les banques qui gèrent l'économie d'un pays et non pas l'inverse. Et n'oubliez pas ces deux citations. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Napoléon Ier. Et donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ces lois. Mayer Rothschild. Vous voyez où nous voulons en venir. Souvenez-vous de la guerre du Golfe et des guerres en Afghanistan et en Irak. Ce ne sont que les exemples les plus connus et les plus récents, mais il y en a plein d'autres. Nous avons un sérieux doute sur la version officielle de ces guerres dans le but de libérer un peuple. Les médias nous montrent car ils sont principalement financés par l'industrie de l'armement et de ses actionnaires. Selon certaines sources assez difficiles à vérifier, mais qui sont reprises par la presse officielle de plusieurs pays en Afrique du Nord, l'OTAN aurait envoyé une facture de 480 milliards de dollars aux responsables politiques libyens actuels pour cette intervention militaire payable en pétrole. Il faudrait à la Libye environ 50 ans d'exportation de pétrole gratuit pour régler cette dette. C'est une explication qui donne un sens au fait que Père Noël n'existe pas. Une des techniques consistait à envoyer un ou deux copains pour l'embêter et vous arriviez tel un héros pour la sauver des méchants qui en fait étaient vos copains. Cela ne marchait pas à tous les coups, mais beaucoup ont essayé. Intéressant. Et si ces techniques fonctionnaient aussi à une plus grande échelle? Mais si l'OTAN utilise la vieille tactique de drague en créant le problème pour arriver tel un super-héros et le résoudre, mettant ainsi la main sur les ressources naturelles des pays et gérant en plus des contrats de reconstruction pour une destruction apportée par leurs bombes, c'est bien plus grave. Faire la guerre pour apporter la paix n'a absolument aucun sens. Penser que nous allons libérer certains pays et pas d'autres pour mettre la main sur leurs ressources naturelles est une chose. On laisse une seule de ces fourmis se rebeller et un jour, elles se rebellent en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Y en a-t-il parmi vous qui veulent rester ? Pour eux, nous sommes un troupeau de moutons incapables de réfléchir et de s'organiser. Ils représentent une infime minorité, mais ils contrôlent une grande majorité. Sous les ordres des grandes corporations, nos gouvernements, avec l'aide des médias, chercheront à nous affaiblir, à nous diviser, à dévier notre attention. Il est vraiment temps d'éteindre la télé et de se préparer. Malheureusement, nous avons passé le point de non-retour depuis un bon moment. Nous voyons le mur se rapprocher de plus en plus vite et les freins ont lâché en 2008. Chez les ultra-riches et les politiciens, ils se battent sur qui va se ranger du côté de l'airbag, mais cette place leur est réservée et nous n'avons pas notre mot à dire à cause de cette résignation qui règne en France. Comment voulez-vous améliorer une situation financière critique en supprimant des emplois ou en augmentant les impôts et les taxes? Plus les frigos se vident, plus les gens se rebellent car ils prennent enfin conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Encore une fois, gauche, droite, centre ou les extrêmes ne peuvent rien changer. Nous achetons leurs produits OGM qui justifient leur existence. Nous achetons des télés, des portables ou des chaussures produites en Asie par des enfants de 6 ans, mal payés, donc très rentables. Et c'est cette rentabilité qui pousse nos grandes entreprises à délocaliser à l'étranger et ainsi augmenter le chômage ici. C'est nous qui élisons les politiciens qui nous font les plus belles promesses alors que nous savons qu'ils ne les tiendront jamais. Si un boulanger décide d'ouvrir une boulangerie en plein désert où il est le seul habitant, il ne vendra pas de pain car il n'y a pas de demande. Si en revanche ce même boulanger ouvre une boulangerie dans une ville où il n'y en a pas, il y a toutes ces chances car la demande y est importante. Imaginons le même boulanger qui, pour augmenter ses bénéfices, a viré tout son personnel et que sa seule matière première sont des baguettes congelées venant d'un autre pays, mais qui les vendent au prix des baguettes fraîches faites maison. Tant qu'il est le seul boulanger, les clients n'auront pas d'autre choix que d'acheter ces baguettes, même s'ils connaissent les origines de ces dernières. Si un boulanger concurrent ouvre mais il fait la même chose, les clients n'auront pas d'autre choix que d'acheter les baguettes les moins pires. Imaginons maintenant qu'une petite boulangerie s'installe dans le quartier et vend de vraies baguettes fraîches, faites maison et d'excellente qualité, mais un peu plus chères car il fait également travailler des gens du quartier et un agriculteur local pour le blé. Là, c'est au tour des clients de jouer leur rôle. Ils ont désormais deux choix. Baguettes pas chères mais pas bonnes ou baguettes plus chères mais bien meilleures. S'ils continuent à acheter les baguettes pas chères, rien ne change et le vrai boulanger ne pourra pas tenir bien longtemps. Mais s'ils décident qu'ils n'ont plus envie de manger de ce pain-là, ils se tournent vers la vraie boulangerie et tout change en peu de temps et sans grande confusion. La demande de pain fait maison augmente, ce qui donne les moyens aux boulangers honnêtes d'ouvrir une deuxième boulangerie et d'embaucher d'autres personnes du quartier. La demande du pain congelé diminue et les faux boulangers sont confrontés à un choix. Soit ils ferment car il n'y a plus de demande pour leurs baguettes congelées, soit ils se mettent eux aussi à produire de vraies baguettes avec du personnel local. Certains vont fermer et d'autres s'adapteront et créeront une concurrence qui diminuera les prix des baguettes faites maison car l'offre augmentera. C'est le rapport entre la demande et l'offre qui fixe les prix. Plus un produit est rare, plus il est cher et inversement. En décidant simplement de consommer différemment, nous pouvons changer beaucoup de choses. Nous et nous seuls avons le pouvoir de remettre les choses à leur place, d'où la fameuse phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ».
La création de cette entreprise est justifiée par la demande, question de simple logique. Il y a des morceaux de puzzle un peu partout, et plus on est nombreux, plus on a des chances de reconstruire tous ensemble une image globale qui nous donnerait énormément de réponses sur un tas de sujets qui nous concernent directement ou indirectement.